Quelque part en Lozère, il existe un village accessible uniquement en descendant à pied dans des gorges verticales de 500 mètres pendant 600 ans. La seule façon d'y entrer était de longer une corniche au-dessus du Tarn, et certains habitants mouraient en chemin. Il existe un hameau en Savoie où le seul accès a toujours été, et reste encore aujourd'hui, un escalier taillé à la main dans une falaise calcaire. 1200 marches. Pas de route, pas de piste, pas de projet de route. Juste la pierre et la montée. Il existe un endroit dans les Pyrénées où l'État a refusé 4 fois consécutives, sur 60 ans, de construire la moindre route la dernière fois en 2019, laissant 17 personnes accessibles uniquement par 2 heures de chemin forestier. 10 endroits, 10 histoires, et au moins 3 d'entre elles vont vous faire stopper et rembobiner. Quézac se trouve en Lozère, à 46 km au nord de Mende, enfoncé dans les gorges du Tarn comme une pièce coincée dans une fissure, avec des parois calcaires, qui s'élèvent à plus de 400 mètres de chaque côté et réduisent la lumière directe du soleil à 2 heures par jour en hiver. Les pierres des maisons sont encore là, encore empilées, exactement comme elles l'étaient quand le dernier carrier du 19e siècle a posé ses outils. C'est parce qu'avant 1947, la seule façon d'entrer à Quézac depuis la rive opposée du Tarn était de traverser le fleuve à gué ou en barque selon la saison, selon le niveau de l'eau, selon votre chance. Il n'y avait pas de pont, pas de route longeant les gorges, pas de sentier officiellement entretenu, juste une tradition orale de chemins dangereux que les habitants connaissaient par cœur. Et tout a changé du jour au lendemain. Au pic de sa vie, Quézac comptait une source d'eau minérale réputée depuis le XIVe siècle, une église de pèlerinage avec une Vierge noire mentionnée dans les archives papales, un établissement thermal, une tannerie, un moulin à farine actif et un marché hebdomadaire auquel venaient des communes situées à 3 heures de marche dans les gorges. Près de 700 personnes vivaient ici ou dépendaient de cette économie. Le dimanche, des pèlerins arrivaient depuis la rive opposée en barque, par groupe de 6 ou 8, les femmes avec leurs chapeaux de paille, les hommes avec leurs sabots autour du cou pour ne pas les mouiller. Ça prenait 1 heure. Il y avait des noyés, certaines années. Le pont suspendu a été construit en 1947. En 6 mois, le marché s'est déplacé vers une commune accessible en voiture. En 2 ans, l'établissement thermal a fermé. En 5 ans, la moitié des commerces avaient suivi. Les arches de l'ancienne église de pèlerinage sont encore debout, encore visibles, depuis la nouvelle route, exactement là où les pèlerins accostaient depuis la barque. Les traces des anneaux d'amarrage sont encore dans la pierre du quai. La plupart des touristes s'arrêtent pour la source minérale, ils ne regardent pas les anneaux. Le numéro 9 est différent de Quézac, pas une gorge, une route, mais une route qui n'existe que 8 mois par an, coupée 4 mois par les avalanches, et que l'État entretient malgré tout, parce qu'il y a encore 72 habitants qui n'ont pas d'autre option. Py se trouve dans les Pyrénées-Orientales, à 68 km au sud-ouest de Perpignan, perché à 1053 mètres dans le vallon du Rodja, exposé au nord sur une pente que les avalanches traversent régulièrement entre décembre et mars. Les panneaux de signalisation de la route d'accès sont encore debout, encore tordus par les dernières avalanches de février, encore redressés provisoirement par les services routiers du département. Mais 35 ans plus tôt, il n'y avait pas de panneaux à tordre. La route construite en 1932 s'est révélée inutilisable chaque hiver dès sa première année. En quelques mois, tout avait basculé. Au pic de sa vie, Py comptait une laiterie fromagère livrant jusqu'à Prades, un atelier de menuiserie utilisant le bois des forêts communales, une fontaine centrale alimentée en permanence, un four à pain collectif, une forge de maréchal Ferrand, et une école primaire avec 45 élèves répartis sur 3 classes. Près de 450 personnes vivaient dans la commune et ses hameaux alentours. L'hiver, les enfants allaient à l'école à pied dans la neige. Les femmes montaient depuis les hameaux avec des paniers de linge sous le bras. Les hommes rentraient des forêts avec des charges de bois sur le dos, les joues rouges par le froid des couloirs d'avalanche, et s'arrêtaient au café avant de rentrer. Vie dure, vie pleine. 2 avalanches majeures en 1954
et 1967 ont coupé la route pour des mois, isolant la commune sans ravitaillement, jusqu'à ce que l'armée organise des largages depuis des hélicoptères. 240 personnes vivaient encore à Py en 1968. Ils étaient 72 en 2024. Le panneau à l'entrée de la route est route susceptible d'être coupée des Sambre-Mare est encore vissé sur son poteau, exactement là où les services routiers l'ont posé en 1985, après la 3e avalanche en 15 ans. La plupart des gens passent sur la Ensens-Zis sans prendre la bifurcation. La plupart continuent. C'est tout. Saint-Christophe-la-Grotte revient sans cesse dans ce genre de liste. Il y a une raison à cela. Le hameau se trouve en Savoie, à 45 km au sud de Chambéry, accroché à une falaise calcaire au-dessus de la vallée de l'Épine, comme si quelqu'un avait décidé de construire un village là où aucun village ne devrait exister. Pour y accéder depuis la vallée, il n'y a pas de route. Il n'y a jamais eu de route. Il n'y en aura probablement jamais. Il y a 1200 marches. Les marches sont encore là, encore taillées dans la roche vive par des moines au XIIe siècle, encore utilisées par les rares habitants restants, encore glissantes en novembre, quand les premières gelées recouvrent les dalles calcaires d'une fine couche de verglas. Ce qui rend Saint-Christophe-la-Grotte exceptionnelle aujourd'hui n'est pas l'isolement. C'est le contraire, c'est qu'il y a toujours eu des gens pour accepter cet isolement. Génération après génération, pendant 900 ans. Ce qui a suivi était difficile à croire. Au pic de sa vie, le hameau comptait une chapelle rupestre creusée dans la falaise elle-même, encore utilisée pour les offices depuis le XIIe siècle, sa voûte de calcaire vivant, suintant l'humidité en hiver, une fontaine naturelle dans la grotte principale, un cellier communal taillé dans la roche, 5 maisons construites sur des replats artificiels et un système de poulies pour monter les provisions depuis la vallée. Jamais plus de 60 personnes n'y ont vécu en même temps. L'odeur de la grotte calcaire mouillée, fumée de bois, encens des offices, n'a probablement pas changé depuis le XIVe siècle. Les femmes enceintes descendaient les 1200 marches pour accoucher dans la vallée et remontaient ensuite avec le nourrisson. Les cercueils étaient descendus à dos d'homme. L'État a été sollicité 3 fois au XXe siècle pour une route ou un accès mécanisé en 1934, en 1962, en 1981. Les 3 fois, la réponse a été non. Coût prohibitif, site classé, impact environnemental, irréversible. La chapelle rupestre est encore ouverte une fois par an, pour la Saint-Christophe. Le prêtre monte les 1200 marches, les fidèles aussi. Si vous ne saviez pas quoi chercher, vous ne verriez pas les marches depuis la vallée. La plupart continuent, c'est tout. Ascaux se trouve en Haute-Corse, à 68 km au sud-est de Bastia, enfoncé dans les gorges de l'Ascaux entre des parois de granit brun qui montent à 800 mètres au-dessus du torrent, là où la lumière arrive oblique, même à midi en juillet. Les maisons en granit sont encore debout, encore grises, encore épaisses, encore construites pour tenir contre les vents des gorges qui soufflent 150 jours par an avec une force qui a arraché des volets il y a 2 semaines. Mais jusqu'en 1968, il n'y avait pas de route pour entrer dans ces gorges. Pas une route secondaire, pas une piste forestière, pas un chemin carrossable de quelque nature que ce soit. Juste un sentier muletier de 22 km, taillé dans les parois des gorges depuis le XIVe siècle, qui prenait une journée complète à parcourir à pied ou à dos de mulet. Les événements qui ont suivi étaient inévitables. Au pic de sa vie, Ascaux comptait une bergerie communale abritant 2000 brebis transhumantes, un moulin à huile alimenté par le torrent, un maréchal ferrant spécialisé dans les fers de mulet. Il en posait 300 paires par an, un four à pain communautaire allumé 3 fois par semaine, une fontaine centrale et une école avec 38 élèves. Près de 280 personnes vivaient dans la commune et ses hameaux. En hiver, les hommes partaient en transhumance avec les troupeaux vers les plaines de l'Est. Les femmes et les enfants restaient dans les gorges pendant des mois, avec les réserves de châtaignes, le fromage et le lait des quelques bêtes conservées. Les nouvelles de la côte mettaient parfois 1 semaine à arriver. La route nationale a été construite en 1968,
sur décision du plan d'aménagement de la Corse. En 5 ans, les 2/3 des habitants qui restaient avaient quitté les gorges pour Bastia, pour Corte, pour le continent. 2000. C'était le nombre de brebis transhumants depuis Ascot en 1900. Aujourd'hui, il en reste environ 200, soit la charge d'une seule bergerie familiale, là où il y en avait 10. Les anneaux d'amarrage des mulets sont encore vissés dans le mur de l'ancienne bergerie communale, exactement là où les marchands du XIVe siècle les avaient installés. La plupart des touristes qui font le Cagno d'Ascot passent devant sans regarder le mur. Valsenestre se trouve en Isère, à 4,28 km au sud-est de Grenoble, au fond d'un cul-de-sac de vallée, coincé entre les contreforts du massif des Écrins, exposé plein nord, dans une étroitesse qui réduit le ciel à un rectangle de 15 degrés depuis le fond. Les laissez-passer sont encore affichés à l'entrée de la route communale, encore plastifiée, encore mise à jour chaque automne par la mairie, indiquant les dates prévisionnelles de fermeture hivernale. C'est parce que la route qui donne accès à Valsenestre ferme en moyenne 140 jours par an, pas à cause des avalanches, mais parce que la route n'a tout simplement pas été conçue pour l'hiver. Elle a été construite en 1936 comme chemin d'accès saisonnier pour les forestiers, et elle n'a jamais été mise à niveau depuis. En quelques mois, tout a basculé. Au pic de sa vie, Valsenestre comptait une scierie hydraulique alimentée par le torrent du Béranger, un élevage de vaches laitières livrant du fromage jusqu'à Corse, 2 familles de bûcherons permanents, un garde forestier résident, une petite école saisonnière ouverte de mai à octobre et une chapelle ouverte pour la fête du patron en août. Jamais plus de 80 personnes n'y ont hiverné. En été, les alpages s'animaient. Les enfants couraient entre les buttes de foin. L'odeur du bois fraîchement coupé montait des bords du torrent. Le soir, on entendait les sonnailles des vaches depuis les prairies en altitude. Vie simple, vie complète. La scierie a fermé en 1948 quand le forestier a décidé qu'une route praticable 4 mois sur 12 ne justifiait pas les coûts d'entretien de l'installation. La commune compte aujourd'hui 17 habitants permanents, dont 11 ne peuvent pas quitter leur domicile en voiture entre novembre et mars. La roue de la scierie est encore là, encore ancrée dans le lit du torrent, encore capable de tourner, encore reliée au mécanisme par une chaîne rouillée que personne n'a retirée depuis 1948. Les ingénieurs de l'ONF l'ont documentée en 2018. Elle attend. La plupart des randonneurs qui font le tour des Écrins ne poussent pas jusqu'à Valsenestre. La plupart continuent. C'est tout. Montferré se trouve dans les Pyrénées-Orientales, à 78 km au sud-ouest de Perpignan, perché à 912 mètres sur un éperon rocheux qui domine les gorges de la Foux, coincé entre des versants de schiste noir que le gel fracture chaque hiver et dont les fragments tombent régulièrement sur l'unique piste d'accès. Le panneau communal est encore en place, encore vissé sur son poteau métallique, encore lisible malgré les ans, encore entouré des caillasses tombées de la falaise la semaine dernière. Ce qui rend Montferré particulier aujourd'hui n'est pas son isolement. C'est que cet isolement a été la norme pendant 800 ans et que personne n'a jamais cru que ça changerait. Ce qui a suivi était difficile à croire. Au pic de sa vie, Montferré comptait une mine de plomb argentifère exploitée depuis le XIIe siècle, un four à chaux alimenté par les calcaires locaux, une huilerie d'oliviers survivant à l'altitude limite de la culture de l'olivier en Catalogne, un maître d'école hébergé par la commune en échange de cours en latin, une fontaine alimentée par source captée en 1847. Près de 340 personnes vivaient ici et dans les hameaux alentours. Les mineurs descendaient dans les galeries à 5 du matin, avec une lampe à huile et un bout de pain. Ils remontaient à midi pour manger, redescendaient jusqu'à la nuit. Le soir, le village sentait le soufre et la sueur. Les femmes attendaient sur le pas des portes. La mine a fermé en 1892, épuisée. L'école a fermé en 1965, faute d'élèves. La piste d'accès jamais bitumée, jamais élargie, jamais dotée d'un système de déneigement est fermée par arrêté préfectoral entre novembre et avril depuis 1987. Si vous avez déjà fait la route entre Prades-Mollo et Saint-Laurent-de-Cerdan, vous êtes passé à 4 km de Montferré sans jamais voir le panneau. La bifurcation ressemble à une erreur de tracé. Si vous avez pris cette bifurcation,
vous avez peu être remarqué quelque chose d'étrange. Pas un seul aménagement routier en 6 km. Pas de glissière, pas de marquage, pas de panneau de danger. Comme si la route avait renoncé. Les cahiers de présence de l'école primaire sont encore dans la mairie, encore ouverts sur la page du 4 juillet 1965, dernier jour de classe, 7 élèves présents. La plupart des gens qui visitent les gorges de la Foux ne remontent pas jusqu'au village. La plupart continuent. C'est tout. Si Montferré vous a déjà convaincu, abonnez-vous maintenant. La suite est encore plus difficile à croire. Le numéro 4 n'est pas une commune. C'est un hameau au-dessus de Gavarnie, dans les Hautes-Pyrénées, à 94 km au sud de Tarbes. Accroché à 1800 mètres d'altitude sur une pente d'herbe rase que les blizzards d'altitude balaient 6 mois sur 12 avec une régularité absolue. Les murs des cabanes de bergers sont encore debout, encore solides, encore chaulés de blanc, encore debout, exactement là où des générations de bergers les ont construits pour protéger les troupeaux depuis le XVe siècle. Mais il n'y a pas de route pour monter à Sauguet. Il n'y en a jamais eu. Le Conseil général des Hautes-Pyrénées a été sollicité en 1955, en 1972 et en 1998 pour étudier la possibilité d'un accès routier. Les 3 fois, le rapport de faisabilité a conclu la même chose. Pente trop forte, risque avalanche trop élevé, coût disproportionné par rapport au nombre d'habitants. Coût estimé de la route en 1998, 4. 7 millions de francs pour desservir 6 résidents permanents. En quelques mois, tout avait basculé pour ce hameau. Au pic de la saison estivale, Sauguet voyait passer plus de 40 bergers et leurs familles, des troupeaux de 500 à 800 brebis chacun, venus de tout le pays Toy pour les estives d'altitude. Il y avait une fromagerie collective, un forge itinérante, qui venait une semaine chaque été, un chapelain qui montait depuis Gavarnie pour la messe du 15 août, et une fontaine naturelle que les bergers appelaient La Fraîche depuis des générations. L'été, on entendait les sonnailles des brebis depuis l'autre versant de la vallée. Les enfants des bergers couraient entre les troupeaux. Les fromages s'alignaient sur les étagères de la fromagerie collective, couverts de toiles de lin. Aujourd'hui, 3 résidents permanents hivernent à Sauguet. Ils reçoivent leur courrier dans la boîte aux lettres de Gavarnie. Leurs enfants prennent le car scolaire depuis Gavarnie. En hiver, ils montent et descendent à pied ou à cheval selon les conditions. Les étagères de la fromagerie collective sont encore là, encore en châtaignier, encore droites, encore marquées des numéros d'identification des bergers, gravés au couteau il y a un siècle. La dernière meule a été posée en 1971. La plupart des visiteurs du cirque de Gavarnie ne lèvent pas les yeux vers Sauguet. La plupart continuent. C'est tout. Le numéro 3 a survécu à 700 ans d'histoire dans les Alpes et c'est une route construite pour la desservir qu'il a finalement vidée. Fressinière se trouve dans les Hautes-Alpes, à 38 km au nord-est de Gap, dans une vallée latérale du Drac suspendue à 1000 mètres d'altitude. Exposée à l'est, sur un versant de mélèzes et de rochers calcaires que le gel fragilise chaque hiver et que les éboulements modèlent depuis des siècles. Les croix de pierre plantées à l'entrée de la vallée sont encore là, encore debout, encore datées de 1642, encore utilisées comme repère par les bergers qui font la transhumance en septembre. Mais avant 1934, quand la route a été percée dans la falaise depuis Argentière-la-Bessée, la seule façon d'entrer dans cette vallée était un chemin de 4 km taillé en corniche, praticable uniquement à pied ou à dos d'âne, interdit aux chars depuis une ordonnance royale de 1687 qui ne fut jamais abrogée. Ce qui a suivi était difficile à croire. Au pic de sa vie, Fressinière comptait une communauté vaudoise des réfugiés religieux cachés dans ces hauteurs depuis le XIIIe siècle, encore présent en 1900, une scierie hydraulique, un atelier de tissage de laine, une école confessionnelle protestante ouverte depuis 1721, une fromagerie d'été et des cultures en terrasse descendant jusqu'au fond de la vallée. Près de 600 personnes vivaient dans les hameaux éparpillés sur les flancs. En été, les terrasses verdissaient du bas de la vallée jusqu'à 1800 mètres. Les voix des femmes qui récoltaient les pommes de terre descendaient avec l'écho depuis les replats supérieurs. L'odeur du foin coupé montait jusqu'à la route en corniche.
vie pastorale, vie résiliente depuis 700 ans. La route de 1934 a ouvert la vallée au monde extérieur. En 20 ans, le tissage avait disparu concurrencé par les textiles industriels, maintenant accessibles. En 30 ans, les terrasses les plus hautes avaient été abandonnées. En 50 ans, la population avait chuté de 600 à 87 personnes. Pour une communauté qui avait résisté aux croisades, aux armées du roi et à l'isolement pendant 700 ans, voilà ce que la route a fait. Les cahiers de l'école protestante, écrits en occitan et en latin sur des pages de parchemin récupérées, sont encore dans les archives communales, exactement là où le dernier instituteur les a laissés en 1923, quand l'école publique les a remplacés. La plupart des skieurs qui passent par Argentière-la-Bessée ne savent pas que cette vallée existe. La plupart continuent, c'est tout. Le numéro 2 n'est pas un endroit qu'on trouve sur les panneaux routiers. Il n'y en a pas. Le désert se trouve en Savoie, à 24 km au nord-est de Chambéry, dans le massif de la Chartreuse, enfoncé dans une combe calcaire si étroite que les parois des deux versants se rejoignent visuellement à moins de 200 mètres au-dessus des toits. Les fontaines des anciens hameaux sont encore là, encore alimentées par les sources calcaires, encore coulant avec une régularité absolue, même en plein été sec. Exactement là où les premiers moines chartreux les avaient captés au XIIe siècle. Ce qui rend le désert particulier est la durée de son isolement routier. Jusqu'en 1955, l'unique accès depuis Chambéry était un chemin de mule de 18 km à travers le massif, praticable uniquement entre mai et octobre et qui prenait en moyenne 3 heures à parcourir. Les événements qui ont suivi étaient inévitables. Au pic de son activité forestière, le désert alimentait les chantiers navals de Toulon en bois de sapin. Les arbres du massif de la Chartreuse étaient réputés pour leur rectitude et leur résistance à l'eau salée. Il y avait une loge de bûcherons permanents, un dépôt de bois avant descente vers la vallée, un four à pain collectif, une forge saisonnière et une chapelle visitée chaque été par le curé de Saint-Pierre d'Entremont. Jamais plus de 45 personnes n'y ont hiverné. Chaque printemps, les marchands de bois de Toulon envoyaient un représentant remonter le chemin de mule pour évaluer le stock de la saison. Il repartait avec un registre d'estimation signé et revenait en automne avec les charretiers. La route de 1955 a mis fin à l'isolement. En 10 ans, les bûcherons étaient partis. En 20 ans, les derniers résidents permanents avaient suivi. Aujourd'hui, le désert compte 4 habitants à l'année. Pour un lieu qui alimentait la marine royale de France depuis le XVIIe siècle, voilà ce qui reste. 4 résidents, une route oubliée et des sapins qui repoussent librement là où les bûcherons coupaient depuis 3 siècles. Les registres de vente de bois au chantier naval de Toulon sont encore dans les archives de la mairie de Saint-Pierre d'Entremont, reliés en cuir, écrits à la plume, couvrant les années 1712 à 1954. La plupart des randonneurs du GR9 passent à 3 km du désert sans prendre la bifurcation. La plupart continuent, c'est tout. Le numéro 1 est différent de tout ce que vous venez de voir. Pas une gorge, pas une haute montagne, pas un massif alpin. Un plateau ariégeois à 820 mètres d'altitude, dans une forêt de hêtres que le soleil d'été traverse à peine, et un état qui a dit non 4 fois en 60 ans. Béziat se trouve en Ariège, à 54 km au sud de Foix, perché sur un plateau forestier au-dessus de la vallée du Vic d'Essaux, dans un paysage de haies très denses que les cerfs traversent à l'aube et que les hommes traversent depuis le Moyen-Âge par un chemin que personne n'a jamais transformé en route. Le panneau d'entrée du hameau est encore là, encore en bois, encore gravé à la main, encore planté dans la terre battue du chemin forestier, à 2 heures de marche de la dernière route bitumée. C'est parce que l'État a refusé 4 demandes successives de construction d'une route d'accès, en 1963, coût disproportionné. En 1982, impact environnemental sur la hêtraie classée. En 2001, absence de justification démographique suffisante. En 2019, même motif, réponse identique. Les 17 habitants restants ont reçu la dernière réponse négative par courrier recommandé. En quelques mois, 3 familles de plus avaient quitté Béziat.
Au pic de sa vie, Béziat comptait une forge hydraulique alimentée par un ruisseau descendant du plateau, un atelier de fabrication de paniers en châtaignier vendus sur les marchés de Tarascon-sur-Ariège, une fromagerie de chèvres, un four à pain communal allumé tous les lundis, une école primaire de 22 élèves, et un colporteur qui montait une fois par mois depuis Vic-des-Sceaux avec des marchandises sur son dos. Près de 180 personnes vivaient dans les hameaux du plateau. Le lundi matin, l'odeur du pain sortant du four communal se répandait jusqu'aux bergeries du plateau. Les enfants venaient en courant depuis les fermes dispersées. Les femmes attendaient avec leurs panières. Les hommes laissaient les bêtes un moment et descendaient prendre leur part. Le four a été éteint pour la dernière fois en 1958. La forge a fermé quand le ruisseau a été détourné pour une prise d'eau de l'EDF en 1965. L'école a fermé en 1974. 3 élèves, trop peu pour justifier un instituteur. 1. C'est le nombre actuel d'enfants en âge scolaire à Béziat. Laissez ce chiffre s'installer un instant. Ces 4 enfants sont transportés chaque matin en voiture tout-terrain par leurs parents jusqu'à la fin du chemin forestier où un car scolaire les prend en charge. Aller-retour, 4 km sur 2 heures. Par beau temps. Pour un hameau qui a maintenu une vie complète pendant 700 ans sur un plateau sans aucune route naturelle, voilà ce qu'une décision administrative répétée 4 fois peut faire. L'enclume de la forge hydraulique est encore là, encore posée sur son bloc de granit. Encore là où le dernier forgeron l'a laissé en 1965, exactement là où les maréchals ferrants du XIVe siècle avaient installé leur atelier. Le ruisseau coule à côté. La roue hydraulique est pourrie depuis longtemps, mais l'enclume tient, pour un lieu que l'État a refusé de relier à la France moderne 4 fois en 60 ans, voilà ce qui reste. 10 à 7 obstinés, 4 enfants qui prennent le car au bout d'un chemin de terre, et une enclume que personne n'a eu le courage d'emmener. La plupart des décisions préfectorales arrivent par courrier recommandé. Elles ne précisent jamais ce qui va se passer après le refus. La plupart des fonctionnaires continuent, c'est tout. Ces 10 endroits ne sont pas des curiosités géographiques. Ce sont des communautés que l'État a décidé, explicitement ou par inaction, de ne pas relier au reste du pays parce que trop peu de gens vivaient là pour justifier le coût d'une route. Il en existe d'autres, moins documentés, plus silencieux. Dans les Cévennes, dans les Alpes du Sud, dans les Pyrénées ariégeoises, des hameaux accessibles uniquement par chemin muletier, que les cartes IGN mentionnent encore, mais que personne ne visite plus. Si tu connais un endroit comme cela, un nom sur une carte avec aucune route pour y arriver, laisse-le en commentaire. On la peut être déjà trouvée. On ne la peut être pas encore trouvée.